Donc c'est pas Mirwais que je reçois, c'est Mirwais Ahmadzai. Bonjour. Bonjour. Mirwais Ahmadzai. C'est un livre absolument stupéfiant et le personnage que j'ai en face de moi, Mirwais, combien de millions d'albums vendus avec Madonna? Combien? J'ai entendu 60 millions. Non, peut-être moins quand même. Je sais que Music, c'était 18 millions. Après, à partir de 2003, les ventes ont baissé quand même. Les ventes physiques, on peut peut-être tabler, je sais pas, sur 30-35 millions sur les albums sur lesquels j'ai participé. Incroyable. En tout cas. Mirwais, donc produit plusieurs albums. C'est pas moi qui les ai vendus, c'est Madonna. Avec ces titres. Bon, alors, on va écouter un autre titre, parce qu'avant de parler de ce roman, Chercher le garçon, c'est Taxi Girl. On pense à Daniel Dark. Ça commence un peu comme ça, la vie de Mirwais. Ouais, on était très jeunes. C'était Chercher le garçon, c'est 81. J'avais même pas, quand c'est sorti, j'avais même pas 20 ans. Non, 21. Ouais. Donc Daniel Dark, très facile à manager, un garçon. Non, absolument difficile, très compliqué, mais bon. Comme vous dites, il est très attachant. Ouais. C'était quoi, une bande de jeunes qui voulaient inventer une nouvelle musique? C'était quoi déjà? Alors moi je dirais qu'on était plus les produits de la société de l'époque, c'est-à-dire à la fin des années 70, parce qu'au début des années 70 il y a eu le hippisme, enfin dans les années 60, mais ça s'est concrétisé au début des années 70, et à la fin il y a eu un petit réveil brutal avec le punk, qui a commencé à dire nos futurs. Et donc nous, on arrivait dans cette période juste après le punk, qui était une période très politisée, où il y avait justement beaucoup de mouvements qui se télescopaient, politisés, que ce soit la fin du situationnisme, les anarchistes, les autonomes, l'extrême droite, tout se mélangeait. Et donc on cherchait l'expression artistique. On entend s'écouter l'expression artistique. Peut-être c'était le premier titre qu'on pourrait dire aujourd'hui queer. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qui parlait de... Parce qu'on avait un public, je dirais, quand je dis la diversité, c'est la diversité surtout homosexuelle, qui se reconnaissait beaucoup à travers ce titre qui est ambigu en fait en termes de paroles, et aussi l'attitude de Daniel, qui ensuite a bien après a fait son coming out vers les 30 ans et a déclaré qu'il était bisexuel et tout ça. Mais le public très jeune ne s'y est pas trompé et nous a vraiment... C'est un tube énorme. C'était pas un malentendu derrière un titre comme ça? Derrière, bien sûr, on n'était pas du tout, c'était pas du tout ça. C'est-à-dire après il y a eu aussi notre envie de jouer avec les codes, parce que franchement le punk c'était notre musique, nous on était très rock sur scène. Mais le problème, c'est qu'on est arrivé avec après les Clash et Sex Pistols, c'était mort, c'était fini pour nous. Donc on est passé au synthé et à Kraftwerk, et on a eu la chance de rencontrer, d'ailleurs, à chaque fois je dis, c'est un génie, Maxime Schmitt, qui nous a produit, qui est quelque part le 5e Kraftwerk, en fait. Les gens ne le savent pas. C'est lui qui a fait les paroles au Tour de France, qui a beaucoup collaboré avec Kraftwerk. Et il nous a adorés, c'est lui qui nous a fait rentrer dans le système. Regardez ça. Ça, c'est alors incroyable le succès, parce que ça va déclencher des choses incroyables pour la suite. Mirwais, Naïve Song, on va entendre. Et là, il y a quelque chose dans votre vie qui se déclenche, quoi. Oui, enfin, bon, alors... Il y a la légende et il y a la réalité. Moi, j'étais absolument sur la musique électronique depuis 92, puisque je galérais pas mal. Bon, après Taxi Girl, vous savez, quand vous faites un groupe comme Taxi Girl, vous êtes ce que j'appelle, entre guillemets, séminal. Vous donnez la direction à tout le monde, et tout le monde s'engouffre dans la direction, et tout le monde a le succès. Et l'avion décolle, mais sans vous, vous vous dites, oh là là, est-ce que je vais avoir une nouvelle chance dans ma vie ? Donc à partir de 92, parce que bon, je galérais un peu, j'ai fait d'autres groupes super, même avec Juliette et les Indépendants, qui étaient super. C'était compliqué le showbiz. On était has-been, quoi. Enfin, moi j'étais considéré comme un has-been, quoi. Et donc du coup, je me suis mis sur la musique électronique en 92-93, je voyais bien les mouvements de fond, et j'ai été prêt en 96-97, et j'ai construit, je dirais, mon succès, c'est-à-dire même la rencontre avec Madonna, c'était moi qui décidais de... Je cherchais un label américain pour me distribuer. Pour l'Europe, j'avais Sony Music, donc j'étais en train de décoller en tant qu'artiste. Et donc, dès qu'elle a entendu Disco Science, et qu'elle a vu la vidéo Disco Science, elle est tombée red dingue du track, et elle a voulu travailler avec moi. Et ce qui n'était pas gagné d'avance, quand Madonna vous appelle, c'est pas simple parce qu'il faut faire les chansons. Ah non, ça c'est pas simple. Jusqu'à maintenant, même sur le dernier album, j'ai fait 9 chansons quand même, Madame X, dont les singles, Medellin et tout ça.
on a une très grande facilité à travailler ensemble et c'était dès le jour 1. Donc on a eu un peu de chance. Ouais, on regarde quelques instants, regardez ça. Ça, c'est Mirwais. La folie de Mirwais, de cet album absolument mythique. Écoutez. Alors, on parlait de Madonna. Oui. Quand même, ça, c'est un truc qui change la vie. Alors là, hein. Je lui ai changé sa vie aussi. Hein, oui, c'est vrai. Oui, parce qu'elle était un peu dans le creux, là. Non, elle n'était pas dans le creux, mais disons qu'elle était dans une tendance électronique avec Ray of Light, l'album d'avant, qui avait vraiment beaucoup marché, faut être honnête. Moi, j'aime bien la vérité. Donc, mais elle était dans un truc, une tendance beaucoup plus New Age. Et là, on est rentré vraiment dans l'électronique moderne avec musique. Ouais. Voilà. Alors moi, j'ai Die Another Day, James Bond, quand même. Vous faites la musique de James Bond, Mirwais. On l'entendre avec Madonna. Hein, mais James Bond, très honnêtement, je défie quiconque de retrouver un titre aussi déstructuré dans un James Bond futur. Puisqu'en général, MGM, qui est Eon Production, Barbara Broccoli, ils contrôlent tout. Sauf que là, elle ne pouvait pas contrôler, donc on a fait absolument ce qu'on a voulu. Donc ça, c'était bien. Heureusement. Heureusement, on se dit, parce que quand même... Alors là, il y a une pression artistique, on dit non, reste libre quand même. Non, parce que l'avantage de travailler à l'époque avec quelqu'un qui était, considéré comme la plus grande star du monde, était que, en fait, vous imposez tout. Y compris à Die Another Day, la structure, elle fait 4 minutes, il voulait raccourcir le titre, et elle me dit, est-ce que tu veux raccourcir? Je dis, bah non. Et donc, tout est imposé, et à la fin, donc, on a un titre qui jamais, ça ne se reproduira plus jamais, parce que James Bond, en fait, tout le monde, la production à la main. Là, comme il a désiré tellement, c'est la plus grande star du monde, bah voilà. Quoi. Ouais. Donc, je trouve ça très intéressant au contraire, il faut aller se confronter à ces mythes. Oui, mais alors justement, le mythe, la plus grande star du monde, elle est comment? C'est la question qu'on vous pose, Mirwais. Elle n'est pas du tout comme vous croyez. Je sais pas, moi, je l'ai jamais rencontré. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde a un avis. Moi, ce qui m'a toujours fait rigoler depuis 20 ans, c'est que des gens me disent, par exemple, je pourrais décrire une scène, je sais pas laquelle, mais je pourrais décrire Madonna, elle fait ci, elle a fait ça. Et il y a des gens, ils me regardent et ils me disent, ah non, elle est pas comme ça, Madonna. Mais je leur dis, mais tu la connais, t'as passé du temps. Moi, j'ai passé des années dans le studio avec elle. Ouais. Donc on voit à peu près. Donc elle est comment? Alors elle est cool, elle est sympa, elle est. Non, elle est chiante. Elle est très drôle, mais elle est, comment on appelle ça en anglais, hectic. Elle est frénétique, quoi. C'est-à-dire, il faut que ça aille vite, quoi. Ça aille vite. Donc moi j'aime bien prendre mon temps. Donc, mais de toute façon c'est décrit. Je ne dis rien de secret là. Dans des bios, c'est décrit très grossièrement parce que c'était pas exactement ça. C'est qu'elle trépine du pied comme un taureau qui attend et qui souffle que je termine de programmer. Mais c'est vrai que c'était un peu ça aussi. C'est-à-dire je pouvais pas. Moi, la musique est toute ma vie. Enfin, était. Maintenant, j'aime bien la littérature. Était toute ma vie. Il était hors de question de massacrer un titre uniquement parce que quelqu'un attend. Voilà. Donc, faut résister. Et donc, une partie du secret du travail de réussir des chansons avec quelqu'un comme Madonna, mais c'est pas uniquement elle, ça peut être d'autres. C'est de résister basé sur la pression. Et c'est là, la pression, elle est plus sur ça. Mais vous l'aimez, Madonna? Bien sûr que je l'aime. Elle est marrante. Même là, maintenant, elle est très décriée. Regardez, elle a changé, ça. Mais moi, je dis aux gens, vous savez quoi? Laissez-la tranquille, elle cherche quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais elle cherche quelque chose. C'est là où réside sa liberté. Ouais. Tiens, en 2016, on s'est dit, voilà, Mirwais revient, My Generation. Non, c'est pas 2016, My Generation, la chanson, elle s'appelle. Oui, la chanson. Non, mais on se dit, Mirwais revient au solo, il revient à nouveau, là. Oui. Et en fait, on s'aperçoit maintenant que c'était le départ, peut-être, en réalité, c'est le départ de quelque chose qui n'est pas encore fini, quoi. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est que, en fait, moi, je vais pas le cacher, j'ai des problèmes avec comment la musique est organisée. Je n'ai pas de problème avec ni Spotify, ni Apple, ni les labels. C'est la façon dont c'est organisé. La paupérisation, la façon dont les droits sont répartis maintenant, tout a changé. Donc j'attends une régulation en plus, il y a une masse de chansons qui sortent tous les jours. Donc vous sortez un album, si vous n'avez pas un marketing très très puissant, vous êtes le parfum du jour. Ouais. Parce que on en revient à la monétisation derrière les on va parler du bouquin. On va continuer d'entendre My Generation tout en parlant, parce qu'en fait on a l'impression que le livre se lit
comme on écoute du Mirwais, et ça va bien ensemble, la musique et les mots, non? Ah, mais exactement. My Generation, c'est marrant parce que c'est Ludovic Houplin, donc qui AK, c'est-à-dire acronyme. Enfin non, c'est pas acronyme, c'est H5 Studio, qui ont eu d'ailleurs un Oscar avec un court-métrage en 2011 qui s'appelait Logorama. Et en fait, My Generation, c'est un peu la suite de ça. C'est les logos à outrance, et donc on s'est extrêmement bien attendu, puisque certaines scènes de mon livre, que j'avais écrites avant, correspondent à la vidéo, où on a une espèce d'accumulation et bientôt fusion des marques entre elles, qui vont créer des espèces d'hybrides, et c'est déjà en place. En place. Oui, c'est Lazare, le personnage. Oui, c'est 24 heures dans la vie de Lazare qui traverse Paris. Et au fond, avec un symbole qui est quelque chose de très important dans l'histoire. Oui, bien sûr. Un symbole qui apparaît et qui revient dans l'histoire, oui. Terrifiant, au fond. C'est-à-dire, en fait, l'idée de ce livre est venue de mes observations de deux choses. D'abord, j'écrivais de la poésie comme ça qui se retrouve à l'intérieur du livre sous forme de chants. Il y a 6 chants et c'est un peu une sorte de poésie burroughsienne, un peu automatique, surréaliste. Et il y a une vraie histoire qui se passe, et dans cette histoire, il y a un personnage qui traverse Paris, donc ça se passe sur 24 heures, il traverse Paris et avec des svastikas partout. Et en fait, ce sont des svastikas commerciales. On a autorisé, donc c'est une très légère dystopie, on a autorisé les svastikas, mais en fait, en direction du commerce. Et l'idée du livre, c'est que je cherchais depuis des années à décrire le monde que je vois depuis l'Amérique, parce que bon, j'ai pas mal observé le showbiz américain, et donc c'était assez intéressant avec Madonna d'aller en Amérique. Et cette espèce d'accélération, de unification du champ de la marchandise, comme disaient les situationnistes. Au fond, la marchandisation va atteindre les libertés individuelles. Il y a des éléments totalitaires dans la façon dont on vend les produits aujourd'hui. C'est clair. Par exemple, l'exemple le plus connu, tout le monde le connaît. Là, moi, je suis pas du tout complotiste. Non, mais je tiens à le préciser parce que sinon, les gens, les complots. C'est par exemple, vous dites une marque sur votre téléphone et tout d'un coup, quelques jours ou quelques heures après, vous recevez un email. Et donc, évidemment, même Google ne le nie pas. Ils disent qu'ils filtrent les conversations pour des raisons commerciales, c'est-à-dire à des fins commerciales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre fichier commercial un jour est transféré sur un fichier, je dirais, policier, c'est plus du tout la même histoire. Donc, où est la porosité? Enfin, c'est là tout le problème. Et au fond, c'est un monde qui est vachement de maintenant. C'est-à-dire qu'au fond, vous nous parliez du Covid, vous nous parlez de... Mais je crois que les gens ne se rendent pas du tout compte de l'assaut commercial qu'on subit depuis 2001 et qui s'est accéléré avec les réseaux sociaux. Alors, je tiens à préciser, DSP, réseaux sociaux, c'est une très grande avancée pour l'humanité. Ça donne des très bonnes choses. Ça donne, par exemple, YouTube, ça peut donner des très bonnes choses, ce qu'on appelle les tutoriels. Pour tous les gens autodidactes comme moi, c'est extraordinaire. Vous pouvez faire des choses, vous pouvez presque vous passer, dans certains cas, d'études universitaires. C'est quand même assez incroyable. Donc, l'humanité va avancer dans ce sens-là. Mais il y a le harcèlement. Le harcèlement, il y a... Enfin, moi, je dis, dans le livre, j'explique que le marquis de Sade règne sur la monétisation des pixels sur Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, toute image sur Internet est monétisée. Il y a de l'argent derrière. C'est-à-dire, c'est des centimes de centimes de centimes. Bon, après, ce qu'ils font des milliards, et ces milliards... Donc, qu'est-ce qui est favorisé par les algorithmes en général, c'est la violence, la pornographie, l'érotisme, tout ce qui est outrancier. Oui, voilà. C'est les tout-puissants, c'est le titre du livre. Voilà. Les tout-puissants. Donc au fond, on se dit, mais on ne peut pas lutter. Là, non, au contraire. Non. Alors les tout-puissants, je m'explique. Les tout-puissants, c'est... alors là, j'invoque Aristote, le philosophe, qui faisait une différence entre la puissance et l'acte. Donc je prends toujours le même exemple, le bloc de marbre. Dans le bloc de marbre est en puissance la statue, mais elle n'a pas encore été réalisée. Et c'est par le biais de la production, c'est pour ça que j'ai appelé mon album Production, qu'on peut arriver à dévoiler la statue. Donc, en fait, il y a un espoir dans mon livre. C'est-à-dire, c'est l'idée que tous ces gens qui s'agrèguent... il y a une agrégation, en fait, commerciale qui est en train peut-être d'aller policièrement, mais comme je dis, je ne suis pas complotiste, on n'y est pas encore. Sont des outils totalitaires qui sont en train de se mettre en place, qui sont en puissance.
Oui. Donc, il est encore temps de les arrêter. On n'est pas passé à l'acte définitif encore. Dans certains pays, peut-être, mais pas là. Et de tout ça, c'est venu de la fréquentation du showbiz au plus haut niveau aux États-Unis, de regarder le monde. Ce showbiz il y a une capillarité énorme. Vous êtes resté très, très, comment dire, libre par rapport à cette industrie. Oui. Moi, je pense qu'il y a une capillarité énorme entre le showbiz et... Enfin, il y a presque une collusion... En particulier en Amérique, mais un peu partout dans le monde maintenant, notamment avec les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que maintenant, presque tout se sait. Puisque de toute façon, avec ce que j'appelle l'informatique ubiquitaire, que j'explique dans le livre, enfin c'est très simple à comprendre, l'ubiquité c'est être partout à la fois. Donc c'est les téléphones, c'est-à-dire avant, vous ne pouviez pas sortir de votre... à la limite, vous aviez votre portable, vous l'emmeniez au café. Là, c'est partout, prenez des photos, etc. Donc, il va falloir réguler tout ça bientôt. Ouais. Il va falloir réguler réellement. Oui, tout ça, ça inspire l'artiste, au fond. On sent bien, parce que ça donne une peinture. Ce livre est formidable. C'est pas de la science-fiction. Non, pas du tout. Mais il y a une écriture, il y a une poésie des mots, il y a une force, un choc, il y a un rythme, comme je le disais, des notes. Et derrière ça, c'est sidérant, en fait. Ça donne une grande liberté créatrice. Oui, parce que... Alors moi, j'ai essayé de trouver une forme entre la littérature, que j'aime beaucoup, évidemment, mais qui, quand je dis ne vend plus, ça ne veut pas dire vendre commercialement. Les gens sont moins intéressés. D'ailleurs, c'est le grand débat sur la non-fiction et la fiction. La non-fiction est favorisée maintenant par les grandes maisons d'édition parce qu'il faut raconter l'histoire. Alors, je vais vous prendre un exemple, parce que comme ça, pas d'ambiguïté. Du pauvre Afghan, moi je suis Afghan. Hein. Oui. C'est-à-dire, j'aurais pu aussi raconter... Oui, votre papa vous avez dit, même votre papa a certainement fait le djihad pendant pas le djihad, il est un des cadres de la résistance afghane contre les soviets. Ouais. Le djihad, c'est encore autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je peux aussi raconter mon histoire... J'ai vécu en Afghanistan, j'arrive ici, machin, mais j'ai jamais voulu faire ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et c'est ça la non-fiction pour moi. C'est de raconter. Alors donc, peut-être les gens ont besoin de comprendre le monde dans lequel ils évoluent, mais je pense aussi que les gens ont besoin de comprendre à travers des livres comme le mien et d'autres, je dis pas que je suis le seul, le monde dans lequel on vit, qui est dominé par ce qu'on appelle la pop culture. C'est la pop culture qui est en train de nous mettre à bas. Oui, non, mais vous la connaissez bien, vous avez participé à cette pop culture, au fond. Oui, mais elle a été récupérée, évidemment. Parce que si on prend des exemples comme Philip K. Dick, qui est un très grand écrivain américain, moi, quand je lisais, quand j'avais 11 ans ou 12 ans, je m'échappais, c'était de la contre-culture. Aujourd'hui, bon, c'est Blade Runner, et Blade Runner, le film de Ridley Scott, c'est pas le plus mauvais du monde. Maintenant, toutes ces uchronies, toutes ces dystopies sont des outils de contrôle des masses. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est encore une autre histoire. Peut-être un jour, je reviendrai pour expliquer mon album qui s'appelle Le Rétro-Futur. Oui, ça, vous reviendrez parce que vous allez enfin le sortir, cet album. Je le sortirai au moment où ce sera le plus favorable. C'est ça qui est dingue, c'est que vous avez un album déjà fait, vous avez commencé en 2016 et vous attendez encore. Oui, mais je dis aux gens, considérez Les Tout-Puissants comme mon prochain album. Comme ça. C'est vrai. Oui. Vous n'êtes pas là où on vous attend, Mirwais. Non, mais après, j'en fais. C'est génial. Très honnêtement, j'en fais pas une marque de fabrique parce qu'il y a des gens qui c'est leur marque de fabrique. Moi, d'abord, quand j'ai pas de choses à présenter au public, vous me voyez jamais. C'est-à-dire, non, mais parce que si c'est pour être panélisé, tout ça, ça m'intéresse pas. Ouais. Donc, moi, j'aime bien l'idée de présenter. Et quand j'ai quelque chose à présenter, j'y vais et je le fais à fond. Et bien. Et c'est un premier roman. Premier roman. Je vous remercie. Mais il vient de loin. Ouais. On sent qu'il vient de loin. Ouais. Mais j'avais besoin de décrire le monde avant de passer à une autre phase de ma vie. J'avais besoin de décrire le monde dans lequel j'évolue et que peut-être beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre parce que, pour une raison très simple, ils sont aliénés, comme disait Karl Marx, par le travail. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Donc, c'est pour ça que moi, j'insiste, dans toutes les interviews, c'est au rôle des artistes qui ont un peu de temps de libre, d'essayer de décrypter le monde et au moins, même si c'est pas la carte du parti qu'ils proposent, de dire voilà le monde, regardez comme je le vois ou une contre-proposition. Mais là, les artistes, j'ai l'impression qu'ils sont là pour faire de la monétisation. Donc, et puis surtout, il y a des retours narcissiques beaucoup trop forts. Trop forts. C'est pour les artistes là. Il va falloir réguler ça aussi. Oui, il va falloir réguler. Non, mais quand je dis réguler, c'est pas la police. Ils veulent se montrer, ils veulent se prendre au sérieux. Non, mais
ce que je veux dire, c'est quand on vous dit partout que vous êtes vous faites n'importe quoi vous postez n'importe. Il y aura toujours quelqu'un qui va dire vous êtes très beau alors que vous êtes très laid. Il y a toujours quelqu'un qui va dire elle est géniale ta chanson alors qu'elle est très mauvaise. Et donc ça incite au narcissisme. Donc il va falloir trouver des outils pour aller contre ça. Merci, Mirwais. Bah, c'est moi qui vous remercie. Ahmad. Là, j'ai rajouté le nom de famille. Oui, le nom de famille. C'est important. C'est mon nom d'écrivain. Ouais, c'est pas comme sur les disques, là. Non. Ouais. Bah, non. Là, c'est... Non, parce que les gens ont le temps de lire, donc ils peuvent lire mon nom en entier. Mirwais, il faut que ce soit plus rapide. On se quitte avec un des tubes de Mirwais. Vous vous rappelez de Mirwais? Oui, ouais, très bien. Vous l'avez bien connu? C'est moi. Oui, c'est lui. Merci beaucoup, Mirwais. beaucoup. Et Élisée, les Tout-Puissants chez Seigné. à vous. C'est une maison d'édition qui a de la curiosité, qui publie des choses, voilà. Et c'est formidable. Merci beaucoup, Mirwais. Merci à vous.